Bonjour et bienvenue au cœur du Proche-Orient. Le Moyen-Orient est au cœur de l'actualité internationale sur le plan diplomatique, économique, sécuritaire, énergétique, innovation. Chaque jour, la région est confrontée à de nouveaux défis et à des évolutions qui dépassent largement ses frontières. Dans nos éditions, au cœur du Moyen-Orient, il s'agit de nous arrêter sur les faits qui marquent la région et les enjeux qui façonnent son actualité. Il s'agit de vous inviter à errer dans les coulisses de notre région proche-orientale, loin des idées reçues. Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue au cœur du Proche-Orient. Les États-Unis et l'Iran poursuivent à Doha des discussions visant à consolider le cessez-le-feu et à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Les deux parties affichent leur volonté de poursuivre les efforts diplomatiques sous la médiation du Qatar. Le canal de Suez est devenu le troisième plus grand corridor mondial pour le transit du pétrole, selon Wall Street Journal. Le quotidien américain souligne l'importance stratégique de cette voie maritime dans le commerce mondial. Les efforts de médiation se poursuivent en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tandis que les discussions se poursuivent entre les différentes parties avec l'appui autour des médiateurs régionaux et internationaux. Au Liban, les autorités poursuivent les discussions autour des questions de sécurité et de la mise en œuvre des accords en vigueur dans un contexte marqué par la poursuite des efforts diplomatiques régionaux. Il faut dire que le diplomate égyptien Nabil Fahmy a officiellement pris ses fonctions de secrétaire général de la Ligue arabe hier, le 1er juillet, succédant à Ahmed Aboulghit. Il devient ainsi le 8e Égyptien à occuper ce poste depuis la création de l'organisation. Depuis plus de 80 ans, la Ligue arabe est au cœur des grands dossiers du monde arabe. Fondée le 22 mars 1945 au Caire à l'initiative de 7 États arabes, l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Irak, le Liban, la Syrie, le Yémen et la Transjordanie, elle est aujourd'hui la plus ancienne organisation régionale du monde arabe et regroupe 22 États membres. La Ligue est née de la volonté des pays arabes de renforcer leur coopération, de coordonner leurs positions et de défendre leurs intérêts communs. Son action s'étend de la politique à l'économie, en passant par la culture, l'éducation, la santé, les affaires sociales et la sécurité. Installée au Caire, la Ligue arabe constitue le principal cadre de concertation entre les États arabes. À travers les réunions ministérielles et les sommets arabes, elle favorise le dialogue, la coordination et la recherche de positions communes sur les grandes questions régionales. Au fil de son histoire, la Ligue arabe a joué un rôle dans plusieurs dossiers majeurs. Elle a soutenu les efforts arabes en faveur de la cause palestinienne, appuyé l'indépendance du Koweït en 1961, participé à plusieurs initiatives de règlement de crise, notamment au Liban, en Libye et en Syrie, et adopté en 2002 l'initiative de paix arabe qui demeure l'une des principales références arabes pour une paix globale au Moyen-Orient. L'Égypte occupe une place particulière dans l'histoire de l'organisation. Le protocole d'Alexandrie, signé en 1944, a posé les bases de sa création. Son siège est établi au Caire depuis sa fondation. Depuis sa création, 8 Égyptiens se sont succédés au poste de secrétaire général.
Depuis le 1er juillet 2026, le secrétaire général de la Ligue est le diplomate égyptien Nabil Fahmy. Près de 80 ans après sa fondation, la Ligue arabe demeure le principal cadre de coopération et de concertation entre les pays arabes. Une organisation qui reste un acteur essentiel du dialogue et de la coopération au service des intérêts communs du monde arabe. Notre région est propulsée au devant de la scène internationale de par les défis auxquels elle est exposée au jour le jour, sur tous les plans diplomatiques, économiques et autres. Et pour vous donner plus d'éclaircissements concernant les enjeux qui se posent aux preneurs de décision et qui s'opposent aux politiciens dans notre région, loin des idées reçues, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Samir Slimane, analyste politique. Dr Samir Slimane, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et merci beaucoup. Le Qatar assure la médiation entre l'Iran et les États-Unis concernant le cessez-le-feu et la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. À quoi doit-on s'attendre ? Comme on voit clairement, l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient met en lumière profonde la diplomatie et la sécurité maritime et l'économie mondiale. Donc dans ce contexte-là, le Qatar essaie de s'intervenir. La portée d'une rencontre entre l'émir de Qatar et les émissaires américains, Jared Kushner ou Steve Witkoff, ils ont déjà confirmé la rencontre en juillet 2026 à Doha. C'était pour mettre le rôle de médiateur clé, comme le Qatar le prétend actuellement. Cette consultation confirme la position de Qatar en parallèle comme un pôle diplomatique important en négociant avec le Pakistan, l'Oman et les États-Unis. Le contenu de la discussion, il porte sur quoi? Les principalement porté sur la mise en œuvre d'un mémorandum pour le dégel potentiel d'actifs iraniens, à peu près à 6 milliards de dollars. Et les questions de faire un dégel de cette première partie d'avoirs iraniens qui se trouvait principalement au Qatar. C'est pour cela le Qatar, il paraît comme un interlocuteur incontournable. Et l'état des négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran se pointe qu'il y a quelques frictions, bien que le mémorandum qu'on parlait d'entente de la mi-juin qu'on a signé ait permis d'instaurer une prolongation de 60 jours de cessez-le-feu et de réouvrir théoriquement le détroit. Le pourparler de Doha reste indirect et extrêmement fragile. Il y a la différence autour du détroit d'Ormuz, c'est le principal point de blocage. Téhéran revendique sa souveraineté sur le détroit et en même temps imposer des taxes de passage qu'on appelle droit de navigation pour les navires et les marchands, affirmant que le trafic dépend des règles que l'Iran essaie de l'imposer. Et les États-Unis, avec leurs alliés, ils sont absolument contre cette mesure. Totalement, ils veulent que le passage soit totalement libre et sans frais de transit. Il y a un autre point de divergence aussi, c'est la question de calendrier de levée des sanctions économiques américaines et l'avenir du programme nucléaire iranien aussi américain, poussant vers un objectif zéro d'enregistrement nucléaire. Voilà tous les points essentiels. Et le dégel, garder les avoirs financiers en position de statu quo. Bien que les deux, voilà. Donc ça, c'est les points essentiels que le Qatar essaie d'évoquer avec l'Iran et les États-Unis d'un côté, en
menant le Pakistan d'un côté comme aussi un interlocuteur qui a déjà eu l'occasion de s'intervenir entre États-Unis et Iran. Docteur Samir Slimane, à la lumière des enjeux qui s'opposent au détroit d'Ormuz et la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, à votre avis, dans quelle mesure le canal de Suez est à l'heure actuelle d'une grande importance stratégique pour la navigation mondiale et les chaînes d'approvisionnement? Oui, donc quand on voit le canal de Suez, il reste comme alternative stratégique, mais en cas de crise majeure dans le Golfe, le canal du Suez réaffirme son rôle de pivot de commerce entre Orient et Occident. Mais il y a des nuances cruciales. Alternative relative, si le détroit d'Ormuz est bloqué, le canal du Suez ne peut pas remplacer la production de pétrole que ne peut plus sortir du Golfe par bateau. En revanche, pour le flux de marchandises globales et hydrocarbures provenant d'autres régions par la mer Rouge, en passant par la Méditerranée, le canal du Suez reste artère vitale permettant d'éviter le long et coûteux détour par le cap de Bonne-Espérance. Et puis la vulnérabilité partagée, l'importance du canal de Suez s'accroît en période de crise, car l'Égypte cherche aussi à garantir la sécurité absolue de cette voie pour stabiliser l'économie mondiale. Cependant, la stabilité régionale s'entend à la mer Rouge via d'autres acteurs comme les Houthites au Yémen. Donc la question est assez compliquée. Il faut sécuriser l'entrée du canal de Suez en bas, au sud de la mer Rouge, vers le Yémen, et pour stabiliser aussi l'importance basique de ce trafic. Docteur Samir Slimane, dans les coulisses de notre région proche-orientale, dans quelle mesure ces tensions, ces discussions, ces différends, même cette trêve fragile, a un impact sur la situation géopolitique de notre région? Il y a plusieurs scénarios pour le Moyen-Orient concernant les discussions en cours. Le trajectoire principal se dessine pour les mois à venir. Bon, à mon avis, scénario numéro 1, consolidation diplomatique possible, c'est-à-dire que les négociations avancent et que les deux parties acceptent et qu'on arrive à avancer pour trouver un chemin pour débloquer la situation.
les négociations indirectes débouchera sur un accord technique clarifiant l'utilisation de détroit d'Ormuz sans frais abusifs de la part d'Iran en échange de blocage progressif des fonds iraniens qui sont bloqués par-ci et par-là et d'un encadrement de nucléaire iranien. Donc la question principale. Ce scénario stabilise les marchandises et l'énergie et favorise aussi le cessez-le-feu durable. Mais scénario numéro 2, le statu quo qu'on reste comme nous actuellement, comme l'état actuel, mais c'est très fragile parce que le mémorandum des 60 jours renouvelé plusieurs fois, sans accord de fond, laisse des escarmouches saisir des navires, frapper des cibles par-ci par-là, ainsi de suite. Comme on a remarqué, ça coûte trop cher. Le transport, les armateurs, les assurances restent très élevés à cause de la volatilité de marché énergétique. Donc, ce scénario, elle est peu probable. Et alors, le scénario la plus catastrophique, c'est la rupture totale ou l'escalade. C'est-à-dire probabilité peut-être un faible ou modéré, mais elle peut ainsi déboucher vers une discussion aussi chaude aux souveraineté de droit d'Ormuz ou sur le dossier nucléaire iranien, et ses alliés, bien sûr, prennent le blocage actif ou le minage de Détroit d'Ormuz, en déclenchant, bien entendu, une riposte militaire directe des États-Unis et Israël. Et ça, ces scénarios provoquent un choc pétrolier et une crise logistique mondiale majeure. Donc voilà les possibilités dans la vision des choses, comment pourrait se passer, à mon avis, à l'heure actuelle. Docteur Sami Slimane, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, à partir du cœur du Moyen-Orient, nous vous remercions infiniment pour votre attention et à la prochaine.